Voilà, voilà. Donc, voyons un petit peu encore une ou l'autre formule ou une ou l'autre utilisation possible de cette huile essentielle de tea tree. Et par exemple, comment pouvons-nous faire ou envisager une lotion, euh, je vais dire nettoyante du visage, peut-être même démaquillante, à partir d'huile essentielle sur une peau acnéique. Donc l'idée de ce type de lotion, c'est de d'abord trouver un hydrolat aromatique dont les caractéristiques correspondent au type de peau, au type de peau que nous souhaitons ou à l'usage que nous voulons faire de notre lotion. Donc, parmi ces différents hydrolats aromatiques, je vais en relever quelques-uns. Vous avez l'hydrolat de lavande aspic. L'hydrolat de lavande aspic sent bon, est désinfectant et cicatrisant. Convient à la peau sèche, qui est une peau qui généralement va présenter des caractéristiques euh, acnéique de façon plus évidente. Vous avez des alternatives, vous avez les hydrolats de sauge officinale, vous avez également l'hydrolat de laurier noble, qui sont également des hydrolats que j'aimerais utiliser pour solubiliser ou bien pour renforcer un petit peu l'activité de l'hydrolat de lavande aspic. Voilà, donc c'est une bonne, ce sont des bonnes associations. Si vous voulez faire une formule complète et équilibrée, outre votre base de lavande aspic, rajouter un peu d'hydrolat de sauge officinal ou de laurier noble serait tout à fait excellent. Voilà, ce sont les principaux hydrolats. Et puis nous allons solubiliser mm, maximum. Donc si vraiment c'est pour le soin de l'acné, vous pourrez monter jusqu'à 2% d'huile essentielle de tea tree. Si c'est préventivement pour nettoyer la peau, vous contenterez peut-être de 1% d'huile essentielle de tea tree. Et donc, vous comprenez bien que l'huile essentielle n'étant pas soluble dans l'eau, je vais avoir besoin d'une substance pour pouvoir mélanger cette huile essentielle à mon hydrolat. Et donc, cet hydrodisperseur, ce dispersant, il y en a de nombreux sur le marché. Vous avez des produits chez Pranarome. Vous avez le disper. Le disper est probablement le produit le plus naturel, mais il contient 84% d'alcool, ce qui va avoir l'avantage de préserver et de conserver votre hydrolat également. Donc, si j'utilise le disper, j'ai besoin de 8 fois la quantité d'huile essentielle. Donc, ça va, je vais vous écrire la formule. Donc, imaginons que c'est un soin quotidien, un démaquillant pour une peau à tendance acnéique. Donc, je me contenterai d'1% de tea tree. Avec 1% de tea tree, je vais devoir mettre 8 fois plus, c'est-à-dire 8% de disper. Alors, comme le disper est fait avec de l'alcool, vous avez deux types de disper. Vous avez un disper qui convient pour l'usage oral et vous avez un disper qui convient pour l'usage externe. La différence, c'est quoi? C'est la qualité de l'alcool. C'est un alcool dénaturé pour l'usage externe, c'est un alcool alimentaire pour l'usage oral. Et puis, vous complétez avec l'hydrolat aromatique de votre choix. Hein. Et donc, vous avez une belle lotion démaquillante à base d'huile essentielle que vous pouvez évidemment enrichir comme vous le souhaitez. Vous pouvez rajouter également excusez-moi, 3 à 5% de glycérine bio, de glycérine végétale bio. La glycérine va avoir pour effet d'éviter de dessécher la peau. C'est un petit effet hydratant et ça va éviter, la glycérine va aussi éviter que l'huile essentielle ne se sépare de votre hydrolat, donc avec le temps. C'est un produit que vous agiterez avant l'emploi, vous secouez et vous agitez avant l'emploi et vous avez une lotion démaquillante, voilà, parfaite.
On évite de mettre dans les yeux, mais avec 1% de titri, vous n'avez pas de risque. Donc, si le contact dans l'œil accidentel arrive, vous n'aurez aucune irritation. C'est une huile essentielle qui est parfaitement tolérée sur les muqueuses, sur les zones fragiles, sur les zones sensibles. Et vous n'en avez que 1% ici. La majorité, c'est l'eau. Et donc, comme c'est parfaitement hydrosoluble, il suffit de rincer un petit peu à l'eau claire et donc vous avez aucun phénomène irritant. Si vous n'avez pas accident une huile essentielle dans l'œil, ne mettez surtout pas d'eau. Pourquoi? L'huile essentielle euh, ne supporte pas l'eau, euh, ça se repousse comme des aimants qui se repoussent. Et donc, quand vous mettez de l'eau sur une huile essentielle, et vous avez une goutte d'huile essentielle, vous mettez de l'eau dessus, l'huile essentielle essaye de fuir l'eau. Et donc, en essayant de fuir l'eau, vous augmentez la surface de dispersion et la surface de contact, donc vous aggravez le problème. Donc, si jamais vous aviez une huile essentielle pure dans l'œil, mettez de l'huile. Vous prenez à la cuisine n'importe quelle huile, ce que vous avez, pépins de raisin, olive, peu importe, et vous rincez l'œil abondamment avec une huile végétale pour diluer l'huile essentielle, mais surtout pas d'eau. Dans ce cas-ci, comme l'huile essentielle est déjà solubilisée dans l'eau, vous rincez à l'eau claire, c'est tout facile. Euh, Maintenant, donc, là, c'était une lotion plutôt démaquillante. Maintenant, si vous voulez une lotion qui soit plutôt un traitement et un soin de l'acné, euh, vous faites la même chose, mais en augmentant le pourcentage de titri jusqu'à maximum 3% de titri. 3% de titri, ça veut dire 3 fois 8 de disper. On est déjà à 24% de disper. Et donc, vous avez une lotion qui va prendre soin des boutons d'acné. Donc, on imbibe bien un petit disque en coton, type petit disque à démaquiller. Il en existe des écologiques lavables, réutilisables, etc., pour éviter les déchets. Donc aujourd'hui, sur tous les sites de cosmétiques écologiques, vous trouverez ces petits cotons euh, qui sont parfois très doux et faciles à mettre à la machine à laver et à réutiliser. Donc, vous imbibez bien le coton et vous faites un soin de la peau acnéique et des boutons. Euh, voilà un exemple d'utilisation. Le même type, ouais. Vous pourriez, donc pour un usage régulier et quotidien, oui, bien sûr, quand il y a une peau à tendance acnéique, si je n'avais pas mis de glycérine, j'aurais un produit qui aurait tendance à être déshydratant. Donc si vous avez un rituel complet de soins de la peau, il n'y a pas de problème parce que vous savez qu'après avoir utilisé cette lotion tonique, vous avez une crème qui va être nourrissante et qui va hydrater la peau. Si vous utilisez que ce produit sans hydrater la peau après et que vous n'avez pas mis de glycérine dans le produit, vous avez un risque de dessécher la peau à long terme. Euh, voilà, à 1% de titri, oui, on peut le faire régulièrement sur une peau à problème, parce qu'une peau qui est saine, vous allez évidemment, avec le titri, agresser le biofilm, agresser la flore bactérienne du visage. Et donc, oui, en usage quotidien pour une peau acnéique avec des problèmes de germes, de bactéries, etc. Maintenant, sur une peau normale, on se contentera d'hydrolat sans huile essentielle, bien sûr. Peut-être un dernier exemple avec ce titri, c'est de faire un gel désinfectant pour les mains. Alors, on va partir sur une base assez simple, ce qui va gélifier notre produit dans le commerce, c'est le gel d'aloe vera. En plus, c'est hydratant et on sait que l'alcool pose un problème, c'est que l'alcool déshydrate et abîme la peau. Donc, vous avez votre base de gel hydroalcoolique. Pardon, vous avez votre base de gel d'aloe vera dans lequel vous allez mettre de l'alcool. L'alcool, je vais dire
vous allez monter à peut-être moitié-moitié. Donc, moitié alcool et moitié gel d'aloe vera. Et puis, avant de mettre l'aloe vera dans l'alcool, vous avez mis environ 2 à 3% d'huile essentielle. Vous pouvez monter jusqu'à 5% d'huile essentielle. Excusez-moi de ne pas être précis, c'est parce qu'il n'y a pas une possibilité, il y a plein de possibilités différentes. Donc, si je faisais une formule uniquement avec de l'alcool, j'aurais besoin de 7/10 d'alcool pour pouvoir tuer le fameux virus et pour pouvoir tuer les microbes. Si je mets 5% d'huile essentielle, bah, j'ai plus besoin de 70% d'alcool. Je peux me permettre de mettre une quantité d'alcool inférieure, 50% voire moins. Donc on va mettre 50% d'alcool et d'huile essentielle, donc environ 5% d'huile essentielle et 50% d'alcool. Et puis vous complétez avec l'aloe vera. Vous pouvez rajouter un peu de glycérine végétale pour que votre produit soit suffisamment épais, qui coule pas trop vite, surtout si vous le mettez dans un flacon avec une pompe hein, pour désinfecter les mains. Vous avez les flacons en verre, voire en plastique avec une pompe mécanique. Et si c'est trop liquide, ben, ça gicle et ça éclabousse. Donc, c'est pas le but. Euh, Si vous mettez trop d'alcool, l'aloe vera sera peut-être pas suffisant pour épaissir le produit. Et donc, vous pouvez rajouter un peu de glycérine. La glycérine est un agent hydratant, tout comme l'aloe vera. Et vous pouvez également utiliser un autre excipient pour durcir votre produit si vous le souhaitez. C'est ce que l'on appelle la gomme xanthane. La gomme xanthane, elle a l'avantage de pouvoir se travailler très facilement. Vous saupoudrez, c'est une poudre, vous saupoudrez un petit peu comme de la maïzena en surface et avec le fouet, vous allez bien mélanger pour que ça s'épaississe. Si l'épaisseur n'est pas encore suffisante, vous pouvez ressaupoudrer un petit peu jusqu'à ce que vous atteigniez vraiment la viscosité, la consistance que vous souhaitez. Alors, le gel d'aloe vera ne sera pas trop collant. Quand vous tuez l'aloe vera avec 50% d'alcool, le côté collant disparaît. En fait, tout dépend de la qualité de votre gel d'aloe vera également. L'aloe vera, c'est du jus d'aloe vera le plus souvent et il est viscosifié, il est densifié justement par la gomme xanthane. Donc, c'est la gomme xanthane qui permet de transformer le jus en gel d'aloe vera. Maintenant, avec l'alcool, non, a priori, voilà. L'alcool dénaturé vous coûtera bien sûr beaucoup moins cher. Malheureusement, la plupart du temps, ça pue. Donc, voilà, quand on a un nez un peu sensible, quand on est amoureux des huiles essentielles, c'est souvent une catastrophe, l'alcool dénaturé. Donc, vous avez l'alcool pur alimentaire est très cher, ça vaut 40 € du litre chez Colruyt, oui, à peu près 40 € du litre chez Colruyt. Et donc l'alternative, c'est d'avoir un alcool dénaturé qui est un peu moins cher et qui sent moins fort, qui est moins désagréable. C'est un alcool dénaturé pour parfumerie. Alors certains pharmaciens peuvent avoir ça, mais c'est pas facile à trouver non plus. Alors quel alcool? Ben, on parle ici d'alcool pur, donc on est à 96 degrés. Parce que si vous partez déjà avec un alcool de 70 degrés et que vous le diluez à 50%, vous n'aurez plus que... Non, non, la vodka, certainement pas. La vodka, il n'y a que 40 degrés d'alcool. Donc oui, vous pouvez utiliser de la vodka. D'abord, c'est plus cher que l'alcool dénaturé Colruyt qui est à 96 degrés. Mais comme vous avez que 40 degrés d'alcool, vous devez mettre 2 fois, voire 2 fois et demi plus de vodka que d'alcool dénaturé, que d'alcool alimentaire Colruyt. Je vais peut-être rapidement voir si euh, je peux vous aider et vous montrer ça. Euh,
Voilà, je vous ai mis la bouteille, ça c'est l'alcool qui est vendu chez Colruyt, c'est un alcool alimentaire à 96% d'alcool. Donc voilà, quand je parle d'alcool, c'est un alcool l'alcool est efficace de par son titrage. Donc si vous prenez un alcool à 70 degrés au lieu d'être un alcool pur à 96 degrés, évidemment vous devrez en mettre plus pour avoir le même titrage alcool. Ici, c'est pas, si vous voulez, l'alcool ne sert pas de diluant. Ici, l'alcool, c'est un principe actif parce que le but, c'est d'avoir vraiment l'action antibactérienne du gel antiseptique. Voilà. Vous ne la voyez pas. Euh, et comme ça, vous la voyez. Voilà. Je suis désolé, j'ai oublié de cliquer sur le petit avion. Voilà. Merci, merci en tout cas pour le retour. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir de l'alcool, de mettre l'huile essentielle dans l'alcool, d'en faire un gel grâce au gel d'aloe vera, et puis éventuellement un peu de glycérine. Et si vous voulez rectifier la viscosité parce que vous trouvez que c'est trop liquide, vous pouvez encore rajouter un petit peu de gomme xanthane et vous avez comme ça votre gel hydroalcoolique maison. Euh, donc la bouteille, non, évidemment, on les consomme assez vite au labo, on les consomme dans l'année, mais il m'est déjà arrivé de conserver plusieurs mois une bouteille entamée sans qu'elle ne s'évapore. Alors le fait d'avoir fabriqué votre produit avec l'aloe vera, d'abord, je suppose que c'est pour l'utiliser assez régulièrement, et le gel d'aloe vera empêche l'évaporation de l'alcool. Mais oui, si vous vouliez garder le produit plusieurs années, bien sûr, vous auriez une petite perte du titrage alcoolique par évaporation. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on a fait un bon tour de cette huile essentielle de titri, mais vous voyez que ces possibilités d'utilisation sont vraiment innombrables et multiples. Voilà, je vous passe tout ce qui est les sprays pour les chaussures, pour désinfecter, antimycosiques, etc. Pour la désinfection des baskets, des chaussures de sport, du matériel, etc. Euh, il est possible de faire différents sprays, soit à usage sur les vêtements, soit à usage sur la peau directement, avec un peu d'alcool, avec un peu de glycérine, avec du tea tree. Voilà toutes les possibilités. Puis vous avez les lotions également, les lotions antimycosiques, voilà, à usage sur la muqueuse, entre autres, sur les pieds. Voilà les grandes utilisations de cette huile essentielle. Est-ce que vous avez des questions encore sur ce titri ou bien sur les quelques préparations que nous avons évoquées ensemble? Bon, euh, je vous propose pendant ce temps-là de prendre le syllabus à la page 17 pour le chapitre sur les émonctoires. Je vais peut-être vous le partager, ce sera plus simple. Voilà, donc les émonctoires, ce sont vraiment les organes qui ont une porte vers l'extérieur et qui vont permettre justement l'élimination des déchets métaboliques ou des toxines vers l'extérieur. Donc, il y a les déchets métaboliques, ce qui est naturellement produit par l'activité habituelle, l'exercice physique, le travail du muscle, le travail du cerveau, des organes, etc., produisent naturellement des déchets qui sont issus de la combustion et qui doivent être véhiculés vers la sortie. Vous avez les cellules qui se renouvellent très fréquemment. Alors, ça va de une cellule de l'intestin, puisque nous parlons du côlon juste après, ça vit environ 2 jours, 48 heures.
Et puis vous avez des cellules qui peuvent vivre jusqu'à 7 ans, mais au bout de 7 ans, on peut dire que nous avons renouvelé la quasi-totalité de notre organisme. Toutes les cellules sont mortes et ont été renouvelées par de nouvelles cellules. Et une cellule, c'est un être vivant à part entière. Vous pouvez extraire une cellule au niveau de la peau, vous la mettez en culture dans une boîte, la cellule va se diviser en 2, puis en 4, etc., etc. Et donc, vous pouvez recréer une peau synthétique. Et aujourd'hui, la tolérance cutanée des cosmétiques, elle est soit faite sur des volontaires, soit elle est testée sur des peaux artificielles, des peaux qui sont des peaux de culture et qui sont obtenues, des peaux humaines qui sont obtenues en mettant en culture quelques cellules d'une peau voilà, sur un substrat nutritif. Oui. Donc, évidemment, chaque fois qu'une cellule meurt, ben, elle doit être digérée, j'ai envie de dire, et éliminée par l'organisme vers les portes de sortie. Et puis, à côté de ça, ben, il y a tous les corps étrangers qui vont rentrer dans l'organisme et qui doivent être éliminés également. C'est un colorant dans un bonbon, c'est un conservateur dans un aliment, c'est un additif dans un complément alimentaire. La silice colloïdale, du dioxyde de titane, euh, tout ce que l'on va retrouver dans les compléments alimentaires, etc., dans les médicaments, également. Les phytosanitaires, les pesticides que l'on va retrouver dans l'alimentation, qui doivent être éliminés, évacués de l'organisme. Et donc, il y a quelques grandes portes de sortie et on les appelle les émonctoires. Alors, les émonctoires sont principalement l'intestin, le poumon, le rein, la peau. Ça, ce sont vraiment les 4 émonctoires primaires. Le foie est un semi-émonctoire parce que le foie va éliminer dans l'intestin pour que les toxiques puissent être évacués avec les selles. Mais si l'intestin dysfonctionne, il y a la possibilité que l'intestin réabsorbe ce que le foie a éliminé. Donc, vous voyez, ce n'est pas un vrai émonctoire. Le foie ne devient un émonctoire que à la condition que l'intestin fonctionne convenablement. Si l'intestin dysfonctionne, ben, l'émonctoire foie n'a pas nécessairement la possibilité de fonctionner de façon optimale. Donc, découvrons un petit peu ici, une fois qu'on a évité d'encrasser l'organisme par une mauvaise assimilation, on va envisager généralement des traitements de fond, des traitements de terrain, pour justement stimuler ces émonctoires, mobiliser des toxines qui sont stockées en profondeur dans les tissus. Mais ça ne peut se faire que si ces déchets vont être évacués vers la sortie par les émonctoires. Et donc, on a besoin, grâce à ce que l'on appelle des draineurs, d'éliminer, d'ouvrir les émonctoires pour permettre d'éliminer vers l'extérieur ces toxines. Sinon, on peut se retrouver face à ce que l'on va appeler une crise toxinique. C'est-à-dire que si vous avez une toxine qui est, je vais dire, emprisonnée, enquistée dans des cellules graisseuses sous la peau, par exemple dans une cellulite. Et puis, vous utilisez une crème contre la cellulite pour aider ces cellules graisseuses à se débarrasser de leurs toxines. La toxine est libérée dans le flux circulatoire. Si les émonctoires ne fonctionnent pas bien, les toxines vont avoir du mal à sortir vers l'extérieur et donc elles vont encrasser l'organisme et provoquer d'autres signes cliniques comme une migraine, la bouche pâteuse ou des problèmes, des dysfonctionnements parce qu'on a libéré dans l'organisme des toxines qui ne sont pas évacuées vers l'extérieur. Donc, vous voyez, j'espère que c'est clair, mais c'est ça vraiment le véritable enjeu. C'est-à-dire que avant de détoxifier les organes, par exemple, vous prenez une prostate qui est congestionnée, qui a doublé de volume, donc une hypertrophie bénigne d'une prostate, ben, c'est un tissu qui a vieilli, qui s'est un petit peu encrassé
parce que à un certain âge, les hommes font moins de sport, sont plus sédentaires, etc. Et donc, avec cette stase circulatoire, les toxines, au lieu d'être évacuées vers l'extérieur, sont déposées dans les tissus, et des tissus qui sont pas vitaux. Hein, on peut vivre sans prostate, on peut pas vivre sans cœur ou sans foie. Donc l'organisme va d'abord stocker ces toxines dans les tissus qui sont moins vitaux. Et donc si je encrasse cette prostate, je vais libérer des toxines, mais si elles sortent pas vers l'extérieur, elles vont aller se déposer dans d'autres organes. D'où l'importance de bien prendre en compte le bon fonctionnement de ces portes de sortie que sont les émonctoires. Alors le premier qui va nous intéresser, c'est le gros intestin. Donc que dire? Ben, vous voyez ici le schéma avec tout d'abord au centre l'intestin grêle, et puis tout autour le gros intestin avec trois régions anatomiques, un côlon ascendant qui part du cæcum avec l'appendicite que vous voyez là. Vous avez le côlon ascendant, donc qui monte. Vous avez le côlon transverse qui traverse sous l'estomac. Parfois, il est même difficile de faire la différence entre une douleur à l'estomac et une douleur à l'intestin, puisqu'il est vraiment accolé à l'estomac, le côlon transverse. Et puis, vous avez le côlon descendant avec le rectum, des veines hémorroïdaires au niveau du rectum. Et ce sont les veines qui vont absorber les médicaments qui seront prescrits sous forme de suppositoire et sous forme rectale, par exemple. Et donc, on a deux grandes fonctions anatomiques. L'intestin grêle assimile et le côlon élimine. Et ça, c'est vraiment la grande différence de fonction qu'il y a entre ces deux structures anatomiques différentes. Alors, la grande caractéristique de ce côlon, bah, c'est la flore bactérienne, bien sûr, avec oui, une flore bactérienne qui va aider à digérer les restes des aliments qui n'ont pas été totalement digérés sous l'action des sucs digestifs. Donc, au niveau de l'intestin grêle, on a surtout une activité digestive de dissolution, ce qu'on appelle la lyse. C'est une dissolution des aliments sous l'action des acides, sous l'action des enzymes digestifs, de la bile, des sucs pancréatiques, du suc gastrique, etc., avec une assimilation. Et puis tout ce qui n'a pas pu être digéré par l'organisme humain va être continué à digérer par les bactéries, par différents ferments, par différentes levures, par des champignons aussi, hein, des champignons dans le gros intestin. Alors c'est énorme, hein. On estime qu'il y a 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines euh, dans le corps tout entier. Donc l'organisme humain héberge 10 fois plus de bactéries qu'il n'a de cellules humaines. Donc c'est vraiment une flore qui est terriblement importante. Et pour une bactérie, on a à peu près 10 virus. Donc, puisqu'on parle beaucoup des virus jusqu'à présent, bah, on ne s'est jamais vraiment intéressé et interrogé sur le rôle que joue cette colonie virale qui est terriblement importante, puisqu'on a au minimum 10 à 100 fois plus de virus dans l'intestin que de cellules dans l'organisme tout entier. Donc, quel est leur rôle, quelle est leur fonction, etc. Tout ça sont des questions auxquelles, bizarrement, les spécialistes des virus n'ont même pas pensé à se poser cette question. Voilà. Donc, ce sont des virologues, mais ils connaissent pas les virus. Voilà. Donc, c'est un petit peu particulier. Donc, voilà, au niveau du côlon, on a donc toute cette flore bactérienne qui va terminer la digestion qui a été entamée
au niveau de l'intestin grêle. Et au niveau de ce côlon-ci, l'aliment qui arrive liquide va devenir solide. Donc, une des fonctions majeures du côlon, c'est de réabsorber de l'eau, de réabsorber des sels minéraux et de transformer ce qui arrive liquide ici au niveau du sécom en des sels solides qui vont être expulsés, voilà, voilà, qui vont être expulsés par le rectum. Donc, vous comprenez que la santé du côlon est étroitement liée à la composition de sa flore. Et dès que on va avoir une perturbation de la flore du côlon, notamment par des antibiothérapies ou bien par une alimentation déséquilibrée, je pense à un excès de sucre qui est particulièrement délétère, on va avoir une modification de la composition, du profil des bactéries qui sont hébergées par le côlon. Et donc, on va avoir des dysfonctionnements qui peuvent aller de l'inflammation, ce qu'on appelle la colite. Donc, quand le côlon s'enflamme, on parle de colite, jusqu'au polype et puis au cancer du côlon et de l'intestin. Donc ça, ce sont les dysfonctionnements qui vont être initiés au départ par une perturbation alimentaire et une modification de la teneur en bactéries. Alors, cette flore intestinale est quelque chose de très particulier parce que elle est plus personnelle encore que l'empreinte digitale. Donc, l'identification de la teneur ou du profil des bactéries hébergées par le côlon sont plus encore pertinentes pour identifier un individu que ne l'est son empreinte digitale. Et puis, on sait aujourd'hui que on trouve certaines bactéries dans le côlon de différentes personnes. On a fait beaucoup de tests chez les rongeurs et chez les souris. Les chercheurs ont cru identifier une bactérie qu'on trouvait dans l'intestin de la souris obèse et qu'on ne trouvait pas dans l'intestin de la souris qui ne l'était pas. Et donc, ils ont fait des prélèvements de germes, de sels, pour isoler la bactérie, la faire se reproduire. Ils ont donné la bactérie à la fameuse souris qui n'était pas obèse, et la bactérie, en effet, provoquait l'obésité. Donc, aujourd'hui, il y a des théories de bactéries dans le côlon responsables de différentes maladies. Là, on parle de l'obésité, mais il y a des recherches qui sont faites également sur le diabète, mais surtout sur des problèmes plus mentaux et psychiques. Il y a des bactéries qui peuvent être liées à la dépression, qui peuvent être liées à certaines caractéristiques des syndromes bipolaires, de l'hyperactivité chez l'enfant. Enfin, c'est un champ de recherche qui est vraiment immense et gigantesque, qui est vraiment intéressant. Et on s'aperçoit que, enfin, on sait que le principal neuromédiateur connu pour être impliqué dans la dépression, c'est la sérotonine. Les principaux médicaments de la dépression sont les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et quand le cerveau fabrique une molécule de sérotonine, l'intestin, grâce aux bactéries qui l'hébergent, fabrique 9 sérotonine. Donc 90% de la sérotonine est sécrétée par les intestins. Donc vous voyez le rôle gigantesque et majeur que joue la santé du côlon. Quand on regarde l'évolution de la vie sur Terre, ben, dans les organismes primitifs comme un ver de terre, il n'y a pas encore de cerveau. Le système nerveux, c'est quoi? C'est un intestin. Voilà. Verser une goutte d'acide sur un ver de terre, il va se tordre dans tous les sens de douleur, et pourtant il n'a pas de système nerveux. C'est vraiment l'intestin qui est le système nerveux du ver de terre. D'ailleurs, on parle de système nerveux entérique. Quand j'étais à l'UNIF, on distinguait le système nerveux central du système nerveux autonome. Aujourd'hui, on parlera également de système nerveux entérique en tant que tel. Donc, j'ai envie de dire que le cerveau, c'est un intestin qui a évolué. Dans le cours de l'évolution de la vie,
le cerveau est une émanation de l'intestin. D'où l'importance de cette flore bactérienne sur l'équilibre psychique et psychologique. Et quand on a affaire à des bactéries qui sécrètent les mêmes neuromédiateurs que le cerveau, on parle de psychobiotiques. Vous avez entendu parler des probiotiques qu'on donne pour régénérer la flore après une antibiothérapie, par exemple. Ben ici, on parle dans l'intestin de psychobiotiques. Ce sont des bactéries particulières qui sécrètent des neuromédiateurs qui vont être utiles à l'équilibre psychique et psychologique de l'individu. Alors, j'en reviens un petit peu au déséquilibre de la flore. On a évoqué le sucre, qui est un problème majeur. On peut évoquer l'intolérance à certains aliments, notamment le lactose, les produits laitiers. Le gluten, bien sûr, ça, ce sont des grands éléments possiblement perturbateurs de la flore au niveau de l'alimentation. Et puis, on a parlé des antibiotiques. Les antibiotiques, le problème qu'ils représentent, c'est qu'ils ne tuent pas l'ensemble des germes. Donc, si je suis en contact avec un antibiotique, il va tuer seulement certains germes et pas d'autres. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça crée des trous, ça crée des espaces. Et ces trous vont être comblés par les germes que l'antibiotique n'a pas tués. Et donc, en fait, on va remplacer des bactéries qui sont sensibles à l'antibiotique par des bactéries qui sont insensibles à l'antibiotique. Et donc, on est en train, chaque fois qu'on est en contact avec un antibiotique, on, on renforce le monde bactérien, on éduque le monde bactérien à résister à l'antibiotique, puisqu'on a tué ceux qui ne résistaient pas et on a permis à ceux qui résistaient de se développer. Et donc, ça, c'est un problème vraiment majeur. Avec un deuxième problème majeur, c'est que j'entends dire, mais moi, je prends le moins d'antibiotiques possible. Je prends que quand c'est vraiment nécessaire. Je prends peut-être un antibiotique tous les 2-3 ans. Il faut savoir que quand vous avez des industries qui produisent ces antibiotiques, quand un antibiotique est prescrit, il y en a 9 qui sont produits et utilisés hors prescription. C'est-à-dire que quand l'industrie pharmaceutique produit des antibiotiques, ce que la médecine représente, c'est 10% de l'utilisation de ces antibiotiques. Et les 90% autres, ils passent où? Ben, dans l'élevage animal, tout simplement. Donc, vous les mangez dans l'alimentation quotidienne. Chaque fois que vous mangez un œuf, du poulet, du lait, etc., ben, vous mangez les 90% d'antibiotiques qui sont produits et qui ne sont pas prescrits, tout simplement. Donc, on a une exposition quotidienne à des petites doses d'antibiotiques qui sont en train d'éduquer, d'informer le monde bactérien à résister contre ces antibiotiques. Et on a dans ces intestins, dans ce côlon, une réserve de super microbes qui résistent à tous les antibiotiques, d'où l'importance d'avoir une hygiène de vie, etc. L'importance d'éviter que des microbes qui sont dans les intestins ne pénètrent au niveau du méa urinaire et ne puissent provoquer des cystites qui seraient résistantes aux antibiotiques. Donc voilà, il est important d'éduquer la petite fille quand elle va aux toilettes, notamment comment s'essuyer pour éviter de ramener des germes et des microbes du rectum vers le méa urinaire. Mais voilà, donc il y a toute une éducation à faire et voilà. Il y a aussi voilà, certaines pratiques sexuelles, notamment chez les jeunes, qui peuvent être particulièrement délétères également par rapport, je vais dire, à tous ces germes et à tous ces microbes qui sont résistants aux antibiotiques, bien sûr. Voilà, en gros, pour la compréhension, mais c'est un organe qui est vraiment majeur. On attribue à l'écologie et à la flore intestinale la source de très nombreuses maladies, comme la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, même des autismes, des troubles psychiques, des dépressions, des inflammations chroniques.
etc., etc. Donc voilà, l'équilibre de cette flore intestinale est vraiment quelque chose de terriblement important. Le, Au niveau de l'intestin, il y a des gaz qui sont produits de deux façons. C'est soit par fermentation. Par fermentation, les gaz ne sont pas toxiques. On peut avoir malgré tout une légère toxicité qui est liée à à la production d'alcool, de l'alcool qui pourrait être absorbé au niveau de l'intestin. Donc il existe, et je l'ai peut-être déjà évoqué, et c'est bien connu, il existe des hépatites alcooliques chez des sujets, notamment gros consommateurs de fruits, de légumes, des végétariens, etc., chez des personnes qui consomment jamais d'alcool, mais qui le produisent au niveau de l'intestin par des fermentations. Et puis, vous avez des excès de protéines principalement et d'alimentation carnée qui vont produire cette fois-ci ce qu'on appelle des putréfactions. Et les putréfactions sont des gaz que l'on reconnaît parce qu'ils sont malodorants. Et donc, les gaz malodorants sont des gaz qui sont toxiques et qui sont impliqués dans des processus qui vont à terme, si c'est quelque chose de chronique, pouvoir euh, dégénérer et aboutir à des cancers du côlon, etc. Donc on sait qu'il y a un risque de cancer du côlon plus important chez le gros mangeur de viande et de charcuterie qui est sujet à des putréfactions chroniques qu'à l'individu qui a plutôt une flore de fermentation. Alors on a la flore de fermentation qui est plutôt située au niveau du côlon ascendant et la flore de putréfaction qui est plutôt située au niveau du côlon descendant. Oui, bien sûr, donc ce sont des flores différentes. On a des flores, on a des flores différentes à différentes zones anatomiques du côlon, mais on a des flores qui permettent plus la putréfaction et d'autres flores qui permettent plus la fermentation. Mais il faut comprendre également que les bactéries ont besoin d'une nourriture pour pouvoir se développer. Donc, si je mange de la charcuterie, je donne à manger aux bactéries qui putréfient. Si je mange du sucre, je donne à manger aux germes qui fermentent. Donc, en fonction des aliments que je donne aux bactéries, je vais plutôt privilégier une flore qu'une autre. Après, il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. On a parlé des antibiotiques, bien sûr, etc. Il y a des études qui ont été menées sur la flore intestinale euh, après une prise d'un antibiotique, euh, avec des prises de probiotiques. Il faut malgré tout plusieurs mois avant de reconstituer l'écologie de l'intestin telle qu'elle était avant la prise d'un antibiotique. Ça peut, si on ne prend pas du tout de probiotiques, un retour à l'équilibre peut prendre parfois plus d'un an. Donc, vous imaginez, s'il y a plus d'une antibiothérapie par an, on ne laissera jamais la possibilité à la flore intestinale de se reconstituer complètement. D'où l'importance de prendre des probiotiques de qualité après chaque antibiothérapie. Alors, dans les médecines orientales, on essaye d'identifier les individus qui ont soit un problème au niveau du côlon, un manque d'énergie ou une insuffisance de la fonction du côlon, soit génétiquement une prédisposition et oui, une prédisposition, une faiblesse du côlon qui est génétique. Et donc on s'aperçoit donc que la personne qui a soit une maladie ou une insuffisance fonctionnelle du côlon va avoir des rides, des plis marqués de part et d'autre de la bouche. Ce sont deux profondes rides verticales qui vont marquer le visage à droite et à gauche du nez et de la bouche. Donc c'est ce qu'on appelle le pli nasogénien qui est marqué et profond.
Alors, après le repas, la personne aura tendance à avoir également des rougeurs au niveau des faces latérales du nez, au niveau des ailes du nez. Euh, une évacuation. Donc, il y a une question en cas de côlon irritable, combien de cures possibles de probiotiques? Il faut reconstituer la flore et il faut se faire, je pense, accompagner. Il y a différents prélèvements, il y a différentes études de la composition de la flore qui permettent de valider l'efficacité. Si vous voulez, l'image que j'ai envie de prendre, c'est que vous avez acheté une nouvelle maison et le jardin est complètement en friche, il y a des orties et des ronces qui ont poussé partout. Si vous semez votre salade dans les ronces et les orties, il y a peu de chances qu'elles poussent. Si vous arrachez tout et que vous préparez la terre, ben, c'est sûr que vos semences de salade, elles vont prendre beaucoup plus facilement. Au niveau de la flore, c'est la même chose. La flore, elle est occupée par des germes qui sont résistants peut-être aux antibiotiques, qui sont dominants et qui occupent le terrain. Donc, prendre un probiotique, ben, c'est peu efficace parce que le terrain est déjà occupé et donc ces probiotiques, ils vont pas pouvoir se développer convenablement. Si on a euh, un protocole complet qui régule le pH de l'intestin, déjà, avec le pH qui a changé, les flores qui occupent le terrain ne peuvent plus se développer de la même façon. On sait que le Candida albicans vit en milieu acide, alors que les bactéries n'aiment pas le milieu acide. Voyez, donc si on diminue un petit peu l'acidité du côlon, bah évidemment, le terrain est beaucoup plus propice aux bactéries et beaucoup moins aux Candida albicans. Deuxièmement, on va essayer d'éradiquer ce Candida albicans avec des huiles essentielles qui sont actives sur le germe alors que les antibiotiques ne le sont pas. Et donc, on affaiblit une deuxième fois les colonies de Candida albicans. Et dans un troisième temps, le probiotique pourra être beaucoup plus efficace. Donc, vous voyez, tout dépend un petit peu je vais dire, du protocole qui est mis en place. Et maintenant, vous savez, il existe des millions de bactéries différentes, en tout cas plusieurs centaines de milliers de germes différents au niveau de l'intestin. Et donc, il y a probiotiques et probiotiques. Ça dépend vraiment des caractéristiques de votre flore et de ce que vous allez utiliser comme probiotique. D'autre part, pour terminer, le probiotique va être tué en partie ou en tout cas dégradé par l'acidité de l'estomac et du duodénum. Donc, il faudra prendre encore des probiotiques qui vont passer sans encombre cette barrière de l'estomac pour pouvoir être vraiment libérés dans le côlon et pas dans l'estomac ou dans le duodénum. Alors, euh, je continue les symptômes qui peuvent laisser penser à un mauvais fonctionnement du côlon. Évidemment, si on ne va pas à selle tous les jours, ça peut indiquer un problème de transit et donc une exposition plus importante à l'alimentation et à la réfaction. Maintenant, vous pourriez aller à selle tous les jours, mais que le parcours prenne 24 heures de trop. Vous comprenez? Donc, voilà, toute la difficulté, c'est d'avoir un transit, euh, je veux dire, c'est pas suffisant que ce soit régulier, mais il faut qu'il soit idéalement de maximum 24 heures. Alors, un conseil de probiotique, ben, écoutez, moi, je travaille avec une société belge qui est spécialisée dans les probiotiques, qui est très compétente et très consciencieuse. Je vous mets la marque, c'est la marque Decola. Donc, ils ont un site internet, decola.be, je pense. Vous avez des informations qui sont déjà très intéressantes. Vous pouvez vous inscrire comme peut-être comme thérapeute en tant qu'élève à l'école à Châtelet, etc. Vous pouvez revendiquer
probablement pour beaucoup d'entre vous, peut-être un statut de thérapeute et avoir accès à la partie professionnelle du site dans laquelle vous aurez des informations un peu plus scientifiques et approfondies sur les différents germes qui sont mis en place. Donc moi, je collabore avec cette société dans le sens où je les aide à rédiger les dossiers d'enregistrement des compléments alimentaires. Je sais comment ils sélectionnent leurs souches. Ce sont en tout cas des passionnés qui sont très compétents et qui n'arrêtent pas d'étudier toutes les et de suivre toutes les nouvelles publications sur les différents germes de la flore. Et ils sont recherche. C'est une société qui existe depuis plus de 20 ans, depuis plus de 25 ans. Ils ont des formules de base qui existent donc depuis 20 ans, mais ils sont toujours à la recherche d'amélioration des formules, des produits, etc. Alors oui, ils ont probablement, c'est la société qui a été la première à mettre en place sur le marché les psychobiotiques et c'est probablement le meilleur produit sur le marché belge. Il s'appelle Serinax. Et donc, Serinax, c'est l'axe entre le cerveau, et l'intestin. Donc, c'est vraiment l'axe intestin-cerveau qui est pris en charge par une formule qui est très complète, avec une action localement sur l'intestin, une action sur sur le système nerveux et sur la communication qu'il y a entre l'intestin et le cerveau, et puis sur la barrière hémato-encéphalique avec des anti-inflammatoires qui agissent spécifiquement sur le cerveau, entre autres, et qui préviennent la neurotoxicité. Voilà. Et puis, j'en reviens donc aux signes de constipation euh, qui peuvent identifier donc un dysfonctionnement de l'intestin. Ce sont les problèmes de transit, évidemment, de constipation. Et la constipation d'atonie ou atonique, c'est une constipation avec une paresse musculaire du côlon. Et donc, voilà, le côlon est, est plein, si vous me permettez l'expression, mais il n'y a pas les contractions, il n'y a pas l'envie d'aller à selle. Donc, c'est vraiment une paresse de la musculature lisse de l'intestin. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on va faire? Ben, c'est éviter évidemment l'apport d'aliments qui sont susceptibles d'être digérés au niveau du côlon et de produire ces substances qui sont toxiques et qui peuvent produire à terme le cancer. Donc, les charcuteries principalement et des viandes en règle générale, les viandes rouges plus précisément, et éviter les viandes trop cuites également. Évitons les graisses saturées, évitons aussi les graisses brûlées et donc de monter à trop haute température les graisses sur tout ce qui est solo, margarine et compagnie, beurre et entre autres. Et puis certains individus ne vont pas tolérer trop de gluten et donc certaines pathologies du côlon ne pourront pas trouver une issue à long terme sans une diminution de la ration alimentaire en gluten. Favoriser les fibres, donc des fruits, des légumes, des céréales, des aliments riches en fibres en règle générale. Vous connaissez évidemment des spécialités, notamment une spécialité belge pour la constipation, fruits et fibres de chez Ortis. Voilà, donc vous connaissez probablement l'intérêt des figues et des pruneaux sur la constipation. En phytothérapie, on sera très prudent parce que stimuler un transit paresseux, c'est facile, mais on va vite avoir des plantes qui sont agressives et irritantes du côlon. Ça peut aller jusqu'à des hémorragies et des saignements au niveau de l'intestin. Donc, on sera très prudent avec le séné, la rhubarbe, la bourdaine, qui sont des plantes particulièrement agressives. La mauve, à mon sens, est quand même contient des mucilages et est beaucoup moins agressif pour l'intestin. La graine également, c'est très comique, hein, vous mettez des petites graines de lin
à macérer dans l'eau. Et puis, ça va produire un mucilage gélatineux qui est très lubrifiant des selles parce que c'est un mucilage qui ne va pas être absorbé, qui ne va pas être digéré au niveau du côlon. Et donc, c'est vraiment un hydratant. C'est une alternative très avantageuse à la paraffine, qui est une véritable abomination. Les suppositoires à la paraffine vont complètement, je vais dire, isoler et empêcher l'absorption des nutriments au niveau de la paroi intestinale. Et donc, il faut vraiment éviter cette paraffine. Chez le bébé, on utilise également la glycérine. Et quand la glycérine, voilà, la glycérine est d'origine végétale, bio, et donc est sans inconvénient majeur chez l'enfant. Marjorie, j'ai un gros doute là. Oui, le psyllium également. Il y a du psyllium dans certains produits d'Ecola. Oui. Donc le psyllium, c'est une plante de la famille des plantains. Et la graine de plantain de chez nous est utilisée également pour le transit intestinal. Voilà. En huile essentielle, mais je vous propose pour terminer de vous proposer un petit mélange pour l'écologie du côlon. Et dans ce mélange, nous allons retrouver, on peut retrouver certaines huiles essentielles. Alors, il y a deux huiles essentielles majeures de l'intestin. Cinnamomum verum, c'est la cannelle. C'est la cannelle dont la cannelle de Ceylan, dont on extrait l'huile essentielle de l'écorce, qui agit à deux niveaux, qui agit principalement sur la musculature de l'intestin, mais qui agit également sur l'écologie et sur la flore intestinale. L'intérêt de la cannelle, c'est qu'elle va diminuer des flores qui résistent à l'antibiotique. Et donc, si vous voulez, la cannelle, surtout quand elle est associée au girofle, permet de compenser un des inconvénients majeurs de l'antibiothérapie, qu'elle soit volontaire, c'est-à-dire prescrite, ou involontaire, c'est-à-dire alimentaire. Cannelle et girofle vont permettre vraiment de diminuer les colonies de germes qui ont été favorisées par les antibiotiques. Donc, oui, il y a une différence entre la cannelle de Chine et la cannelle de Ceylan. Tout d'abord, il y a une différence de prix énorme. La cannelle de Ceylan est beaucoup plus coûteuse qu'une cannelle de Chine. Euh, Écoutez, que je ne dise pas de bêtises, oui, elle est certainement entre 10 et 15 fois plus chère. Euh, Elle est plus douce à utiliser parce qu'elle contient moins le principe actif qui est le cinnamale. On va simplifier les choses au maximum. Donc, vous avez le principe actif de la cannelle qui est le cinnamale. Dans la cannelle de écorce de Ceylan, il y en a environ 60%, mais dans la cannelle de Chine, ça monte beaucoup plus haut. Donc, en fait, la cannelle de Ceylan est plus équilibrée et plus douce à prendre que la cannelle de Chine. Et la cannelle de Chine est caractérisée par la présence de coumarine que nous avions, enfin qu'on n'a pas encore rencontré cette année, des coumarines qui sont un petit peu différentes de celles du citron, mais il y en a vraiment une grosse quantité, c'est-à-dire 3%, parfois même 4% de coumarine dans la cannelle de Chine. Et quand on a certaines pathologies du côlon, les coumarines de la cannelle de Chine peuvent faire saigner. Ça peut provoquer des petites hémorragies. Voilà.
Donc, j'ai envie de dire que d'un point de vue efficacité, la cannelle de Ceylan est un peu supérieure, mais c'est surtout en termes de sécurité d'emploi qu'elle sera préférée. Donc, l'association girofle-cannelle va réguler la flore avant de prendre des probiotiques, diminuer les germes qui ont été sélectionnés par les antibiothérapies et faire un petit peu la place et préparer le terrain pour un bon réensemencement. L'amande poivrée, c'est un stimulant et donc ça intervient surtout chez la personne qui a l'intestin paresseux. Alors l'intestin paresseux, c'est soit un intestin chez la personne âgée, c'est soit un intestin qui est un peu en asphyxie, qui est mal irrigué, et ça peut être le cas dans des cas d'obésité morbide, où à cause des tissus graisseux, l'oxygène arrive facilement au côlon, aux muscles du côlon, et donc la musculature est un petit peu déficiente. Donc j'ai envie de dire que Menta piperita, il va surtout s'utiliser euh, en massage du ventre chez la personne âgée. Quand je suis actif, la marche fait qu'à chaque pas, j'ai une petite contraction des abdominaux. Cette contraction des abdominaux va pousser sur le côlon et le côlon, en réaction, il se contracte. Euh, vous pouvez faire l'expérience hein, quand vous voulez enfoncer votre doigt dans un muscle. Pour que le muscle ne se déchire pas, il va réagir en se contractant d'une façon réflexe. Et donc, c'est ce qui se passe au niveau de l'intestin. Quand l'intestin est sollicité par la marche, il y a un mouvement réflexe qui fait qu'il se contracte. Et donc, la marche est excellente pour lutter contre la constipation, bien sûr. Et la personne alitée, à cause de l'âge, la personne qui ne peut plus marcher, ben, n'a plus cette opportunité de solliciter l'intestin et donc va souffrir d'une façon normale et naturelle de constipation. Et c'est pour ça que le massage va permettre de remplacer la marche. Le massage permet de solliciter le côlon et de faire en sorte qu'il se contracte à nouveau. Et donc, on va masser avec des huiles essentielles qui sont tolérées sur la peau et qui sont stimulantes des muscles, comme par exemple l'amande poivrée. Alors, je vais vous écrire une petite formule pour euh, l'écologie de l'intestin. Donc, on va commencer par une huile essentielle qui est le romarin à verbenone, mais plus exactement à acétate de bornyle et à verbenone. Et on va en mettre 30%. Un romarin qui est très intéressant au niveau intestinal, mais surtout, il faut comprendre que l'écologie de l'intestin, c'est une histoire avant tout de pH et de milieu. Et le pH de l'intestin ne sera correct que si le foie, la vésicule biliaire et le pancréas fonctionnent bien. Et donc, ce romarin verbenone, il a pour intérêt de réguler complètement ces sécrétions pancréato-biliaires et donc de rééquilibrer le pH de l'organisme. Alors, la deuxième huile essentielle que je vous propose, c'est la cardamone. Alors, il s'agit d'une plante de la famille du gingembre et du curcuma, et qui est riche en ester, en oxyde, pardon. De l'eucalyptol. Et c'est une grande plante de l'intestin au même titre que le gingembre et le curcuma. Le gingembre et le curcuma sont plus des anti-inflammatoires et des anticancers, alors que la cardamone, elle est plus dans la remise en mouvement des muscles et donc elle est plus indiquée pour lutter contre la constipation. Donc, si j'ai un problème de constipation, c'est la cardamome. Si j'ai pas de problème de constipation, j'ai plutôt de la diarrhée, mais que je crains plus un cancer, je choisirais peut-être de remplacer la cardamome par du gingembre.
Ensuite, on utilise les deux huiles essentielles dont nous venons de parler, donc la cannelle, cinnamomum, verum, écorce. C'est assez piquant comme un phénol, cette cannelle, hein. Donc, je n'en mets que 15% parce que j'ai envie de l'associer avec le clou de girofle, le Syzygium aromaticum clou. Et là, j'ai mis 12%. Vous avez parlé de saignements et de côlon irritable, etc. Là, on a une huile essentielle qui va être cicatrisant de la muqueuse de l'intestin, c'est la carotte. Docus carota semence, et je vais en mettre 10%. Une huile essentielle de constipation et de flore intestinale que nous avons déjà étudiée, avec un phénol complémentaire, c'est la sarriette. Satureja montana, 10%. Et puis, vous pouvez choisir une huile essentielle pour compléter votre formule. Donc, moi, ici, je vous propose l'huile essentielle qui est la plus réputée pour l'équilibre de la flore intestinale, c'est la noix de muscade. Myristica fragrans, c'est la noix de muscade. Pour beaucoup de médecins, c'est probablement l'huile essentielle principale des flores intestinales déséquilibrées. Voilà. Alors, on ne prend pas ça à vie. Vous le prenez en cure avant de prendre des probiotiques pour permettre une bonne implantation de vos probiotiques. Vous pouvez le prendre en cure de 15 jours, 3 semaines, ponctuellement en cas de constipation. Alors, on prend en fonction de son poids une goutte ou 2 gouttes. Et voilà, pour une cure de 15 jours, 3 semaines, c'est 2 fois par jour. Si j'ai une constipation passagère, je vais prendre le soir au coucher 2 gouttes. Le matin au réveil, 2 gouttes. Et dans les cas graves, si on craint une occlusion intestinale, s'il y a 3, 4, 5, 6 jours que la personne n'a pas été à selle, on peut prendre 2 gouttes toutes les 2 heures jusqu'à ce que la personne aille à selle, en ne dépassant pas 5 prises sur la journée. Puis, problème de constipation, je vous conseille une chose, le matin, au réveil, avant le café, une tasse d'eau chaude, avec idéalement une cuillère à soupe d'hydrolat aromatique. Un hydrolat aromatique soit de romarin, soit de menthe. Le matin au réveil, que la menthe passe un... Et puis après, le café, si vous voulez. Voilà. Donc voilà un petit peu ce par quoi je voulais terminer sur ce côlon. On va regarder ensemble les présences. Je crois que presque tout le monde est là. Anne Dalle est présente. Christelle Laurent. Géraldine. Isabelle et Sabine. Marie. Marisol. Marjorie. Martine. Nathalie.
Voilà, j'ai tout le monde. Clarisse n'a pas pu nous rejoindre, je pense. Voilà, mais écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine, une bonne fin de journée. J'ai oublié, non, je vous ai pas oublié, Nicole. J'ai noté votre présence. Je vous ai peut-être pas cité, voilà. Mais voilà, je vous ai bien noté présente. Ne vous inquiétez pas. Oui, Véronique aussi. Donc voilà, tout le monde était présent sauf Clarisse, qui je pense n'a pas pu nous rejoindre. Je pense malheureusement que Clarisse a des problèmes techniques. Ça fait plusieurs fois qu'elle a essayé de se connecter sans succès. Voilà, bonne semaine à tous. À très bientôt.